la CENI parce que celui qui contrôle la CENI, c'est celui qui aura la main sur les élections. Alors, les états-majors s'activent, c'est qui empêche les autres d'être candidats en 2023, c'est qui veulent effectivement que certains commencent déjà à faire la campagne de maintenant, parce qu'on a vu à l'église, qui pour la CENI, mais en même temps à l'Est. Oui, à l'Est, les rebelles continuent à tuer, à braquer les camions. Entre-temps, l'état des sièges patine un tout petit peu, mais on va en savoir un peu plus. Le gouvernement se recycle à Kinshasa pour un peu avoir les bases d'un bon départ, enfin, après 3 mois. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de la fidélité, merci pour votre présence. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux comme la semaine dernière, mais à culpa pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, nous allons essayer de civiliser le plateau parce qu'effectivement, vous avez envie et surtout droit à un bon débat. Nous allons parler élection, même si c'est 1 an et demi avant, il se murmure déjà à Kinshasa qu'il faut contrôler la CENI parce que la fameuse loi est en train d'être tranquillement formalisée. Les religieux rouspètent déjà dans les chaumières. Ils veulent un candidat indépendant, celui qui ne pourra pas aller proclamer l'élu ou les élus à bord d'un char ou qui ne va pas non plus, à l'issue de cette proclamation, entendre quelques coups de feu à Kinshasa ou peut-être à l'intérieur du pays. Il y a aussi ces pressions sur Mbosso. Oui, Mbosso a des pressions pour imposer 1 ou 2 candidats. Pourquoi cette question? Et donc, le gouvernement, parce qu'il a besoin aussi que les choses diminuent, oui, le prix, un décret qui serait signé déjà pour permettre aux importateurs de diminuer les coûts. Mais est-ce qu'on avait raison de supprimer les exonérations qui pouvaient servir en même temps de levier pour permettre à tous ces gens qui vendent 2 fois plus cher de vendre aussi peut-être moins cher? Alors, peut-être qu'il y aura les apostrophes tout à l'heure comme d'habitude. Alors, nous avons des journalistes vertébrés de Kinshasa, même s'ils sont jeunes en âge, mais un certain temps déjà, ils s'installent. Israël Moutala, le patron de 7 sur 7.cd, qui commence à retrouver ses lettres de noblesse. On disait, voilà, les médias en ligne commencent à avoir un peu de concurrence, mais 7 sur 7 s'affirme, encore une fois. Bienvenue. Merci Jean-Marie. C'est un univers assez émouvant, mais je pense précurseur en 7 sur 7. Absolument. C'est un univers mouvant, mais toujours collé aux fondamentaux. Pas de fake news, respecter le pratique d'un journalisme professionnel, respecter le code d'éthique et de déontologie. Et là, on va se démarquer des autres médias ou des autres structures qui sont sur Internet et qui se présentent comme des médias. Parce que les médias, en fait, ils doivent avoir un lien avec l'actualité. Et vous en êtes le président, donc l'assainissement un peu de ce secteur, oui. C'est plus que temps. Mais le problème, c'est que pour assainir, il faut d'abord savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce que pour être journaliste, il faut d'abord avoir une formation de journaliste à la base. Il faut faire 2 ans de stage et puis avoir une carte de journaliste professionnelle. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas fait 2 ans de stage et qui n'ont pas la carte professionnelle. Qui n'ont même pas l'équipement ni l'autorisation. Et qui se prévalent de la qualité de journaliste. C'est malheureux. Et donc ces personnes-là, ils peuvent se réveiller un matin, ils ouvrent un site. Un site. Un site ou une chaîne YouTube ou n'importe quel autre... depuis son téléphone ou depuis son ordinateur à la maison. Avec son ordinateur à la maison. Et ces personnes là-bas ne veulent ni adhérer à aucune organisation, ni se remettre en cause. Donc ils n'obéissent à aucune logique. Moi je pense que les journalistes que nous sommes, nous avons, c'est vrai, beaucoup de droits, beaucoup de privilèges, mais surtout, nous avons aussi des obligations, nous avons des devoirs qu'il faut absolument observer. Et pour nous, par exemple, en tant que média numérique, nous mettons un point d'honneur pour tous les membres qui doivent adhérer à signer un acte d'engagement pour respecter
le code d'éthique et de déontologie. Merci, Sans Président. ça, il n'y a pas moyen d'adhérer. Nous allons en tout cas vous mettre à contribution pour vous mettre de l'ordre et ça sera le plus tôt possible. En face de vous, il n'est plus américain parce qu'il était déjà ici, on en avait parlé. Le patron de Market TV, toujours tiré à quatre épingles. Vous faites des envieux en Europe. Quelqu'un m'a appelé de Norvège. Il dit, mais le monsieur là, tout blanc. Vous n'êtes pas blanc. Hein. Vous n'êtes pas des pères et des pères. Enfin, Denis Kaninda, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Tout va bien. Alors, permettez-moi d'abord de signaler à ceux qui nous suivent qu'à Lubumbashi, le jeune que vous avez vu, brutalisé en quelque sorte, il n'est pas du tout parce qu'il avait porté le t-shirt « Je suis Katangé », non, il était effectivement un peu loupard, pour ne pas dire dans le fameux réseau dans le verre d'enfants. Et donc, il ne faut pas toujours mélanger des infox et pour essayer de susciter des histoires inutiles. C'est un voyou, il faut qu'il soit discipliné. Ça n'a rien à voir avec « Je suis Katangé », etc. Vous pouvez parler. Merci beaucoup, Président. Je dis Président parce que vous venez d'être installé. Après l'élection, votre bureau a été installé. Dommage que nous n'étions pas présents, mais sinon nous avons suivi avec intérêt tout ce qui s'est passé. Félicitations pour ça. J'en profite aussi pour dire un mot sur ce que disait Israël tout à l'heure en ce qui concerne président des médias en ligne. Le président des médias en ligne. Oui. Je crois qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau-là, mais il faut commencer par quelque part. C'est vrai que le gouvernement ne fait pas grand-chose en ce qui concerne les médias dans notre pays. L'Union nationale de la presse du Congo, qui devait normalement faire ce travail, n'a pas de moyens pour le faire. Mais je crois qu'au niveau de cette association, il est possible d'envisager déjà un enregistrement avec ceux qui sont disposés à le faire. Commencer déjà un enregistrement, je ne sais pas, le programmer pour 2022 par exemple, lancer les enregistrements, prendre tous ceux qui sont déjà disponibles. Après, on verra ceux qui ne sont pas enregistrés, qu'est-ce qu'il faudra faire. C'est en cours, je vais vous le dire, c'est en cours. Juste une question, comment expliquer que vous, par exemple, à Market TV, vous êtes plutôt sérieux? Congo Market TV, nous sommes... et les autres ne le sont sur pas. YouTube. Hein, il le disait tout à l'heure, un petit ordinateur ou à l'appareil photo, on reste quelque part, on se dit journaliste. C'est ça justement le problème. Nous avons un studio, nous avons des bureaux, nous avons une salle de montage, mais nous sommes une chaîne YouTube. Nous sommes une chaîne YouTube, mais nous avons tous les services qu'il faut pour un média. Parce que ce que les amis oublient, si vous n'êtes pas en mesure de mettre en place tout un média, soyez blogueur. Partout ailleurs, on connaît que le blogueur existe et ça vous permet d'évoluer, vous émettez des opinions, vous faites vos infos comme vous voulez, vous êtes un blogueur. Mais le métier du journalisme répond à des règles, ça répond à des principes. Et nous ne pouvons pas déroger à ces règles-là parce que nous sommes Congolais. Je crois que c'est une responsabilité de notre part. Mais en parler dans des émissions comme ça, je crois que ça permet à ceux qui vont vers ces médias-là de comprendre, d'être avertis que vous allez toquer à de mauvaises portes. Parce que lorsque ça se retourne contre vous, eh bien, vous commencez à chercher les journalistes attitrés, mais vous courez derrière les infox, derrière la désinformation et c'est toujours difficile à rattraper. Absolument. Alors, Merveille Belengue, vous êtes quand même d'avoir autorisé aujourd'hui, rapporteur au niveau de notre organisation, au niveau national. Est-ce que c'est une préoccupation, notamment de la commission des disciplines? Tout à fait. D'ailleurs, au niveau de la commission des disciplines, c'est tous les jours que nous travaillons pour que le code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais soit respecté, ça c'est de 1. Mais je suis également tout à fait d'accord avec ce que vient de dire tout à l'heure. Le président Moutala. Le président Moutala, d'ailleurs, il s'en souviendra que je lui ai écrit une fois, parce que moi également j'ai un média en ligne, au-delà d'évoluer dans un média audiovisuel. Oui. Et je lui ai écrit justement parce que je suis pour la structuration, parce que c'est info-vrai.net, parce que ce secteur-là connaît vraiment un sérieux problème. Les médias, les sites d'information naissent tous les jours. Nous ne savons plus qui est réellement journaliste. Tout le monde peut écrire et généralement les gens qui écrivent, les confrères qui écrivent n'ont même pas de carte de presse. Est-ce qu'ils écrivent déjà en français? Justement, ça c'est un problème. Donc, on va s'y atteler en tout cas. Ce n'est pas, on va dire, l'autoflagellation ici, mais je peux vous rassurer,
bientôt l'accès aux informations, ou plutôt aux cérémonies, aux manifestations, à certaines autorités, cet accès sera restreint et réservé aux seuls journalistes. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Alors, l'homme qui a été au centre de beaucoup de discussions la semaine dernière, commencez par vous présenter vos excuses. Tout à fait, Jean-Marie. Je voulais dire d'abord aux nombreux téléspectateurs que nous nous excusons fortement. J'ai eu beaucoup d'appels, je vous ai fait les captures de ce qui s'est passé le samedi passé. C'est ça, justement, ce que j'ai toujours dit, l'intolérance de certains de nos confrères. J'adhère totalement à ce que les confrères ont dit. Et point n'est besoin de revenir sur ça. Mais moi, je voudrais annoncer ici, à la face du monde, que la semaine qui commence, je vais déposer une plainte à charge du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouy, en tant que citoyen congolais qui a été lésé par leurs propos. Nous avons des vidéos, nous avons tous les éléments de preuve. Et aussi à Fils Moukoko, on ne peut pas avoir une politique de 2 poids 2 mesures pour certains qui sont condamnés pour leurs propos, qui n'ont pas frisé justement la conscience humaine, mais qui se retrouvent en prison. Vous avez le pasteur Daniel Goïmoulunda, qui était président de la CENI. Il semblerait qu'il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas en bonne santé, il est empoisonné. J'ai eu empoisonné? Oui, j'ai eu les éléments. Vous affirmez trop cette affaire de poison. Non, j'ai les éléments avec moi. On m'a envoyé les éléments. Qu'il est empoisonné, Goïmoulunda? Oui, qu'il est empoisonné, qu'il est en très très mauvaise santé. Vous avez mon ami Barnabé pour avoir dit tout simplement que le chef de l'État Koli Mbouma. Il a 36 mois là-bas. Vous avez mon ami Thierry Moukelekele pour avoir averti seulement le chef de l'État du spectre de la violence au Katanga. Il se retrouve en prison de Ndolo. Et pour vous dire que sa femme et ses enfants bientôt seront déguerpis. Vous avez également Henri Magie qui a dit exactement ce que Fayoulou dit matin, midi, soir, de la vérité des urnes, mais il a dit dans une autre façon, qui se retrouve en prison. Mais on ne Vous allez porter votre plainte. Mais on ne peut pas laisser le secrétaire général d'un grand parti politique de dire que les combattants seront armés. Et il a été joint par Fils Moukoko qui a dit ils vont exterminer une race. Donc en droit, je pense que le président est là. Ici n'est pas le lieu d'annoncer votre plainte. Non, juste pour terminer, en droit, lorsqu'on dit nous allons distribuer les armes, c'est qu'elles se retrouvent quelque part. J'ai à mon actif déjà 23 avocats qui se sont joints à moi. Je suis en train d'étudier la procédure. Est-ce qu'il faudrait les amener dans une juridiction civile ou dans une juridiction militaire, puisqu'ils disent qu'ils vont distribuer les armes à leurs combattants. Et ça, nous avons les éléments de preuve. Et il y avait même une autre vidéo en son temps. Un monsieur, toujours de l'UDPS, qui a dit que Kabouya lui donnait la boisson enivrante là, avec la viande des chiens, pour s'attaquer aux autres. Donc, dans une société qui se veut d'un état de droit, on ne peut pas avoir une justice accommodante pour les uns, cruelle et injuste contre les autres. En tant que citoyen, vous avez droit. Ici, on est journaliste. Alors, on entre dans le vif du sujet maintenant avec cette thématique qui m'intéresse beaucoup, enfin, intéresse beaucoup les Congolais surtout. Hein. J'avais le choix entre ce qui se passe avec la formation, enfin le séminaire des membres du gouvernement, 3 jours, qui sont depuis jeudi dernier, le président avait annoncé ça. Ils ont appris, notamment avec des professeurs comme Mokolo Wapombo, comme Mabi Moulumba, sur la gestion de la territoriale, les aspects sécuritaires, économiques, etc. Mais la question que je dois poser à Jenny Kandinda, c'est de savoir... Ngoï Moulunda, pour ne pas parler de lui, mais plus Malou Malou, a été traité presque d'un valet du pouvoir, parce que, semble-t-il, il était parmi ceux qui avaient créé le PPRD. Ensuite, il était proche. Il y a eu beaucoup de campagnes d'ailleurs contre Ngoï Moulunda, contre même celui qui vient de partir, enfin, il n'est pas encore parti, Corneille Nangaa. Comment expliquer qu'il y a des messages qui circulent un peu depuis un certain temps, que le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, fait l'objet de pressions de la part de certains collaborateurs qui sont au niveau du cabinet pour imposer un candidat à la tête de la CENI. Est-ce qu'on ne court pas le risque que celui qui va être à la tête de la CENI, avec ce précédent,
après avoir connu ce que nous avons connu avec Malonda, on dit qu'il était partisan et on se rappelle autrefois que certains candidats ont été mis de côté parce qu'ils étaient proches de la tribu ou de la province du président. Est-ce qu'on ne court pas le même risque que celui-là soit aussi rejeté par l'opinion? Merci beaucoup, Jean-Marie. Non, mais moi, je crois qu'il ne sert à rien pour les religieux de monter sur tous les toits pour commencer à se plaindre. Ils doivent plutôt s'assumer. Oh. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les élections n'est pas une question religieuse. Les élections, c'est une question politique. Et en tant que telle, nous ne pouvons pas empêcher. C'est pas administratif? C'est pas les constitutionnel? élections, c'est de l'administration ailleurs. Mais oui, mais d'accord, mais à Sun City, on a dit on dépassionne, on donne à la société civile, y compris donc les religieux, qui doivent désigner les candidats. Ça, comment vous voulez maintenant les enlever maintenant du processus? Ça, c'est l'organisation. Oui, on confie l'organisation à des religieux, mais ça reste une activité politique. Parce que ceux qu'on choisit là-bas, ce ne sont pas des acteurs religieux, c'est des acteurs politiques. Un président de la République, c'est un acteur politique. Un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat, un président de... Quand on parle d'élection, ça renvoie à la politique. Ça ne renvoie pas à une autre notion, sauf erreur de ma part. Mais je crois savoir que c'est cela. Donc, les responsables de confession religieuse, ils doivent s'assumer, ça signifie ne pas se plaindre. Parce que moi, je comprends mal que le président de la République, qui veut donner des injonctions, s'il y en a, au président de l'Assemblée nationale, choisit de passer par ses conseillers ou ses collaborateurs. Il ne va pas le faire tout seul. Hein. Alors qu'il sait qu'il a des émissaires. Il a au sein, si vous pouvez me laisser parler, il sait qu'il a au sein du bureau de l'Assemblée nationale quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Kaboun. Je ne comprends pas cette logique-là, que Jean-Marc Kaboun est là, au bureau de l'Assemblée nationale, mais le président choisit quand même d'appeler ses conseillers pour parler en Bosso. Je trouve ça quand même... enfin, je ne sais pas comprendre cette logique-là. Juste pour dire que ça relève simplement de la fuite en avant. Mais vous ne vous rappelez pas, et vous allez continuer à parler, vous ne vous rappelez pas qu'ici, dans cette émission, Joël Cadet avait donné une révélation, en votre présence d'ailleurs, qu'il y avait des conseillers, dans le cadre du procès Caméré, qui faisaient pression sur le juge, le magistrat. Non, mais bon, je crois savoir, j'étais sur le plateau avec Joël Cadet, je connais l'histoire, mais je crois qu'il a été mal compris. Parce que, tenez, Joël parlait de conseillers qui faisaient pression sur les juges. Les juges, oui. Mais il vous souviendra que même le président en a parlé. Le président a dit qu'il ne permet pas à un conseiller d'aller faire pression sur un juge. Les jours où vous entendez cela, il faut remonter vers moi. Mais apparemment, ils n'ont pas changé les conseillers. Hein? Non, mais... Il y en a deux qui vont voir Mbosso pour lui faire endosser le monsieur qu'on ne citera pas ici. Bon, je voudrais terminer l'affaire Mbosso et les religieux. Parce que les conseillers du président de la République, ils savent qu'ils ne peuvent pas interférer dans l'action de l'Assemblée nationale ou de notre pouvoir que les activités du président de la République. Lorsqu'ils le font, c'est comme on a trafic d'influence. Oui. Et ils condamnables par la loi. sont condamnables par la loi. Oui. Mais là encore, j'en appelle un peu à un sursaut d'orgueil de la part de ceux qui sont menacés. Pourquoi ne pas saisir les instances nécessaires lorsque vous faites objet de ces menaces, de pressions de la part de quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre travail? Je crois qu'ils doivent faire preuve quand même d'un peu de plus de responsabilité. Mais maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de la CENI, moi je crois qu'il ne sert à rien de dire au monde, voilà, j'ai la pression, je suis menacé, j'ai ceci, j'ai cela. Vous êtes responsable. Vous devez agir en toute responsabilité, quelles que soient les pressions. Parce que même si les conseillers vous mettent la pression, même si les conseillers vous mettent la pression, moi je ne vois pas
ce qu'un conseiller peut faire à quelqu'un comme Labin Cholé. Je ne vois pas. Un conseiller, qu'est-ce qu'il peut bien faire à Labin Cholé? Je ne vois pas. Ou à Albert Kankenza, ou au pasteur Dodo Kamba, ou à Sonika Fouta, ou au père spirituel Kimbangis. Je ne vois pas ce qu'un conseiller du président de la République peut faire à ces hommes-là. C'est quand même des gens élevés en dignité. Donc, quelque part, ils doivent s'assumer, ils doivent montrer en quoi ils sont responsables. De votre point de vue, ils pleurent pour rien. Ils pleurent pour rien. Ça ne va rien changer. Et Mbosso n'a aucune pression. Mbosso n'a aucune pression. Si pression il y avait, il vous écoute, ça viendrait de son bureau. Parce que Jean-Marc Abound qui est là, il est le représentant valable de l'UDPS. Et si vous voulez bien, du président de la République issu de l'UDPS. Même si aujourd'hui, il est président de la République au-dessus de la mêlée. Donc Mbosso n'a pas de pression à recevoir d'un conseiller du président de la République pendant que Jean-Marc Abound est là. Merci beaucoup. Je pose la même question à Israël Moutala. Est-ce qu'il est normal que quand on cherche à avoir des élections inclusives, régulières, comme les Américains l'ont demandé, parce qu'on a dit que Blinken a envoyé un avertissement chez nous pour nous dire pas d'éclissement, pas des élections truquées, etc. Et c'est ce que Fayou nous dit, c'est que les religieux commencent à redouter aujourd'hui. Est-ce que ce ne sera pas bis repetita de 2006-2011? On a vu que Mosengo paix à son âme, les résultats des urnes ne reflètent pas la vérité. Voilà. Avant d'aborder cette question, j'aimerais rebondir sur les propos de Denis. Pression sur Mbosso. Mais bon, pression pour obtenir quel résultat? Pour qu'un candidat proche du président de la République soit adoubé à la tête de la CENI. Comment est-ce qu'on détermine que tel candidat est proche du président de la République ou tel candidat ne l'est pas? Est-ce qu'il a une carte à l'UDPS? C'est quoi? Il y a des options. Il a de sa famille politique. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que le président l'a adoubé? Est-ce que lui-même a dit que je suis le candidat de tel? Voilà, c'est des questions d'abord que je me pose. Hein. Je suis en train de réfléchir. J'aimerais d'abord dire ici comment se fait l'élection du futur président de la CENI. Il y a 8 confessions religieuses. Les kimbanguistes, les orthodoxes, l'église du Réveil, l'Union des églises indépendantes, l'église catholique, la communauté islamique, les salutistes, est-ce que j'en oublie encore, l'église protestante. Donc voilà, ce sont les 8 confessions qui désignent. Et ces 8 confessions ont une charte des confessions religieuses. Et cette charte dit comment est-ce qu'on procède pour justement élire le président de la CENI. Et cette charte dit ceci: on favorise d'abord le consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Donc voilà à peu près. Donc les jeux se feront entre les 8 confessions religieuses. Mais c'est qu'on a connu avec Malonda, Israël Moutala. Donc moi d'abord, on est d'abord au point de principe. Ça c'est le principe. Là c'est le principe. Oui. Voilà, mais là dites-moi par quelle façon Mbosso, voilà, Mbosso, les conseils de la présidence, je suis en train de réfléchir. On va chez Mbosso chercher quoi pour qu'il influence qui et comment? Qu'il fasse ce que Mabound avait fait à son temps. Mbosso, en adoubant mais justement, Malonda. Non, on n'est pas encore à cette étape. Parce que l'étape de Mbosso, c'est une étape a posteriori. Dès qu'il y a l'élection, il y a le PV. Et maintenant, on amène le PV à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, le rôle de l'Assemblée nationale a été renforcé. L'entériné. Parce que l'entérinement, avant, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent ou ne pas entériner. Ah oui? Oui, avec la nouvelle loi, Mbosso peut ou ne pas entériner. L'Assemblée nationale peut ou ne pas entériner. C'est la nouvelle configuration, la nouvelle loi. La loi sous Mabunda, c'était que l'entérinement, c'était presque une compétence liée. On vous amène les PV, vous entérinez et ça passe. Mais là, l'Assemblée nationale a dit, nous avons un mot à dire. Est-ce que oui ou non, on peut dire non au candidat qui a été... Donc l'Assemblée peut refuser? Absolument. Alors voilà, j'ai précisé d'abord les principes. Oui. Alors là où Mbosso peut intervenir, je dis quoi? Il y a eu le PV, on peut élire quelqu'un, et cette personne, maintenant, on amène le PV, et là, Mbosso peut dire non, pas tel, pas tel. L'Assemblée nationale, disons, le bureau peut dire non, on passe aux voix, et bien sûr, il y a une procédure. Voilà la procédure. Alors, mais dites-moi maintenant, à quel niveau, à ce stade, alors qu'il n'y a pas encore eu vote, il n'y a pas encore eu élection du président de la CENI, Mbosso peut intervenir. Voilà. Alors, les tractations, Israël Moutala. Ma réflexion. Quand on écoute le communiqué de presse de Cholé, c'était quand même assez alarmant.
Je suis d'accord. Alarmant. Ça veut dire qu'il y a comme une espèce de préparatif qui dérange et qui mettent mal à l'aise les religieux, qui avertissent déjà. Là, maintenant, on peut aller maintenant sur... Ça, c'est un autre aspect de la question. Oui. Là, oui. Pour moi, j'ai évacué la question en montrant que il faut attendre le temps. Il faut attendre. Maintenant, pour là, oui. Là, ce sont les acteurs directs. Et ils peuvent effectivement faire l'objet de menaces, d'intimidation. Mais ils ont été assez sibyllins, assez obscurs. Ils n'ont pas précisé leur pensée. Il y en a 8. Parmi les 8 qui ont fait l'objet d'intimidation et des menaces, quel type de menace, quel type d'intimidation, pour quel résultat? Ils disent qu'on veut nous imposer un candidat qui a des accointances avec le pouvoir. C'est ça le problème, encore une fois. Ils se réunissent à 8. Et à 8, ils vont soit désigner le président de la CENI par consensus, soit par vote. Ça veut dire que pour moi, je suis SCC, j'ai un candidat, je fais quoi? Je regarde c'est quoi le corps électoral, ce sont les pères spirituels, j'essaie de convaincre chacun d'entre eux. Mais c'est un jeu politique aussi, c'est vrai. C'est un jeu d'intrigue aussi, c'est vrai. Mais il y a peut-être des conseillers occultes, peut-être, qui tapissent dans de tel ou de tel camp. Ça veut dire que chacun avance ses pions. Ça veut dire que là, maintenant, dans l'ombre, les forces politiques peuvent rencontrer tel ou tel autre leader politique pour essayer de faire pousser leurs pions. Mais pour l'instant, aucun camp politique ne s'est manifesté. Le FCSA dit qu'il se prépare. L'Union sacrée, même là, ils n'ont même pas encore accordé leur violon. Parce que l'Union sacrée est dedans et dehors. Hein. Parce que, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs postes. Jusque-là, il n'y a aucune... pour les postes qui sont dévolus à la majorité, il n'y a pas encore de consensus. Les candidatures ne sont pas encore sélectionnées. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà pourquoi est-ce que moi, je comprends bien... Est-ce que, dernière question avant que la parole tourne, mais est-ce que la mise en place des dodos, comment s'appelle-t-il? Dodo qui? Église des réveils? Dodo Kamba. Oui. Qui est aussi contesté par une frange des églises des réveils. Non, ça veut dire que... Est-ce que Dodo, qui serait proche, entre guillemets, qui serait, je mets bien au conditionnel, qui serait proche du chef de l'État, est-ce que ce n'est pas ce que les Cafout a contesté autrefois, qui est aujourd'hui à la base de ce qu'on voit comme contestation aujourd'hui, des Cholés, des autres, parce qu'ils pensent qu'une partie des religieux a été rachetée et que l'autre partie qui reste veut son indépendance. Mais le problème, c'est que ce sont des accusations mutuelles, parfois non fondées. Parce que les confessions nous avaient dit, après le raté du processus qu'il y avait, que cette fois-ci, ils vont faire preuve de sagesse, d'intelligence, d'humilité et de retenue. Et bon, jusque-là, je vois que... Ça ne semble pas être le cas. Hein. Bon, non, publiquement, c'est le cas. Quand même, la parole est tempérée, elle est modérée. Parce que même la déclaration sur les intimidations et les menaces, on n'a pas dit que c'est l'Église catholique qui ferait l'objet des menaces et de tout ça. Non, parce que toutes les 8 confessions religieuses ont signé, y compris Dodo Kamba. Donc on ne peut pas lui faire aujourd'hui le procès. Non, ils disent que on ne peut pas nous, confessions religieuses, nous faisons l'objet des menaces. Oui, justement. Mais on n'a pas déterminé... Des injonctions. On n'a pas déterminé quelle confession en particulier. Il y en a 8. Et tous les 8 ont signé. Il ne s'agit pas ici, par exemple, de l'Église catholique ou de l'Église kimbanguiste. Non. Toutes les 8 confessions ont signé la déclaration. Mais alors, pour revenir à Dodo Kamba, tout ce qui s'est dit sur lui, mais c'est la même chose. Il y a des gens qui insinuent que l'Église catholique roulerait pour tel ou tel camp politique. Fayolo, disons-le. Voilà, ou pour Katumbi. Avec sa déclaration musclée. Voilà, ou pour Katumbi. Voilà, oui. Ou pour Katumbi. Oui. Mais est-ce que c'est fondé? C'est pas fondé tout ça. C'est des rumeurs. Moi, je pense que tout ça, ça va se dérouler dans l'urne ou contre les consensus. Quels que soient les procès qu'on peut nourrir contre les pères spirituels, faisons-leur confiance. Les urnes vont trancher. Ils se retireront à 8 et en 8, ils vont eux-mêmes décider, quels que soient les influences, ils seront seuls, il n'y aura aucune force politique pour déterminer leur vote. Voilà à peu près comment est-ce que je vois, moi, ces choses. Merveille Balingue, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre l'épisode Malonda, alors que l'élection elle-même, ou les élections, ne sont même pas, on n'a même pas de financement, on n'a même pas la loi électorale, on n'a même pas le fichier. Rien que la désignation des animateurs de la CENI, ça pose déjà problème. Donc le glissement est presque préparé là. Oui, je vais aborder dans ce sens-là, mais j'aimerais d'abord dire qu'on doit prendre au sérieux
les menaces sur les églises, sur les religieux. Les religieux, c'est très important. Qui les menace? Non, ils ont dit que les menaces proviennent de tous bords. Ils l'ont dit eux-mêmes. Alors, s'il faut me référer à votre dernière, à l'une de vos phrases ici, que le prophète Dodo serait proche du chef. C'est que tout le monde dit. Hein. Justement, du chef de l'État. De l'autre côté, nous savons également, regardez tout ce qui s'est passé tout récemment qu'à Mbongo. Y compris au deuil. Mbongo serait, je mets toujours au conditionnel, parce que jusqu'ici, nous ne confirmons rien, nous connaissons toujours la position. On le sent dans les nuances. Voilà, Mbongo contre le pouvoir en place. Oui. Donc déjà, l'option consensus doit être mise à l'épreuve. De côté. Donc, nous allons, doit être mise de côté, nous allons passer en tout cas au vote. Ça, c'est clair. Et si nous passons au vote, c'est justement là où je pense, à mon avis, qu'il y aura les influences qui peuvent jouer, j'ai bien dit, qui peuvent jouer. Qui jouera les arbitres alors? Parce que s'il y a vote, qui va rassurer que ce qu'on va mettre dans l'urne, c'est ça qui va sortir? Non, mais je suppose... Pour le 8. Je suppose qu'en tout cas, la structure est très bien organisée. Et donc, tout est bien précisé dans la... Le secrétariat, je crois, est assuré par la SENCO et le CC. Voilà. Ce sont les deux, je crois, ce sont les deux. Tout est bien assuré. Mais par rapport à votre question, par rapport concernant la crainte du glissement, oui. Ça aussi... Mais avec tous ces péripéties, on a quand même... On sent que si on ne tombe pas d'accord sur la désignation de l'animateur de la CENI, nous les animateurs de la CENI, parce que la plénière n'est pas encore là, mise en place là. Deuxièmement, les fichiers, ça prendra du temps. Parce que le fameux recensement, on ne sait même pas, on a parlé des 30 millions qu'on voit toujours pas venir. Ce qui est sûr, nous n'avons plus de temps. Et je crains que nous dépassions 2023 pour organiser les élections. D'ailleurs, malgré l'avertissement des Américains. Ça a toujours été ma position sur ce plateau. Si vous visionnez les émissions précédentes, vous allez voir que j'ai toujours dit qu'avec les temps que nous avons perdus, c'est très difficile pour nous d'organiser les élections en 2023. Parce que regardez, lorsque les confessions religieuses nous parlent des menaces, nous parlons de la position de Mbosso à l'Assemblée nationale, vous parlez ici de financement. Ça pose également un sérieux problème. Qui dit élection dit moyens. Avec les infrastructures que nous avons ici qui posent problème, est-ce que nous serons en mesure... Est-ce que Félix Tshisekedi avait raison de dire serait le plus malin qui annoncerait que les élections en 2023? C'est-à-dire qu'il ne prépare les esprits quant à ceux. Non, mais ce qui est sûr est que quand vous suivez le discours du chef de l'État, vous sentez que c'est un politique qui parle maintenant. Ce n'est plus l'ancien, les Tshisekedi qui étaient à l'UDPS comme combattants. C'est maintenant les politiciens Tshisekedi. Il a compris les réalités du terrain et il a compris qu'en 2023, nous risquons de ne pas avoir les élections. Il faut déjà préparer les esprits. Comment préparer les esprits? C'est tenir un discours qui caresserait un tout petit peu les autres adversaires dans le sens du poil. Voilà pourquoi vous allez constater que même s'il y a un grand débat autour de la proposition de loi Tiani, le chef de l'État ne se prononce pas, même s'il est pointé du doigt. Nous voyons à travers les médias comment est-ce que le chef de l'État... Mais il ne le dit pas, hein. Il ne condamne pas, il approuve pas non plus. Non, mais justement, le fait de rester silencieux, c'est également une bonne politique de diplomatie parce qu'après, il pourra dire que voilà, moi, je ne me suis jamais prononcé. Il n'y a aucune image. Voyant le chef de l'État. Il sous-traite. Tout à fait, parce que lui, il attend le bon moment. Et le bon moment, ça sera, je crois, à 6 mois de 2023. Quand on sera à l'évidence qu'en 2023, la date prévue, il n'y aura pas élection. Nous serons obligés de faire appel à l'article 70. De faire appel non seulement à l'article 70, mais également d'essayer de composer avec tout le monde. C'est en ce moment-là qu'il absolument. Dira, alors, voilà, vous êtes mes frères, il faut travailler ensemble. Venez qu'on travaille ensemble. Ah, oui. Mais ça serait un peu difficile, hein, la coalition, nouvelle coalition, parce que tout le monde est sur les qui-vive en ce moment. Plus Romero Roland, est-ce que la phrase d'Ambongo était de trop? Parce qu'on a vu que tout le monde, par rapport à la configuration actuelle, hein, elle n'était pas de trop. Il fallait le dire
puisque tout a été fait à dessein pour qu'on arrive au glissement. Tout a été fait à dessein. Vous pensez qu'on a déjà préparé le glissement? Parce que là, on est au niveau de la CENI. Le glissement n'aura pas lieu. Pourquoi les religieux se plaignent, hein? Jenny Kennedy a dit non, ils n'ont pas qu'à servir, ils n'ont qu'à s'assumer, c'est eux qui désignent. Pourquoi ils trouvent qu'un simple conseil peut venir... Non, le glissement n'aura pas lieu. Si les religieux ne se mettent pas d'accord pour donner à la CENI des nouveaux animateurs, il y en a qui sont là, avec une expertise. Vous vous souviendrez dans le dossier Ronsard-Malonda, je suis arrivé sur ce plateau plusieurs fois pour dénoncer le comportement de la CENCO et de l'ECC. Vous vous souviendrez, j'ai dénoncé. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'ECC et la CENCO. Comment ça? Mais vous savez ils avertissent qu'ils ont des Non, conseils... non, je reviens d'abord... Je reviens sur le dossier Ronsard. À l'Assemblée nationale, il y a un document administratif d'une haute portée politique. Lequel? Le procès verbal qui avait entériné Ronsard-Malonda, qu'on n'a pas encore abrogé. À l'Assemblée nationale se trouve ce document. Donc Ronsard est valable? Mais il est valable. Qu'est-ce qui a chopé Mais le chef d'État ne l'a pas encore entériné. Mais c'est ça justement que je vous avais dit, les glissements avaient été préparés. Même quand Merveille dit le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur la loi Tchani, en français on dit qu'il ne dit mon consent. En quoi il est concerné? Qui ne dit mon consent. Mais il est chef de l'État. Oui. Il sait qu'il y a des tractations, je ne vais pas entrer sur cette loi, nous allons en parler. Mais le cas de Ronsard-Malonda, je pense que le président Israël a dit 8 confessions religieuses. Sur 8 confessions religieuses, à défaut d'un consensus, il y a eu un vote. 6 sur 8 ont porté Ronsard-Malonda. Vous pouvez me dire par quel mécanisme le chef de l'État refuse cet acte administratif? Mais il dit que ça avait fait... Bon, le peuple n'en a pas voulu, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts. Donc il faut un consensus. Apparemment, il n'y a pas de consensus. Non, attention, c'est un peuple qui avait été instrumentalisé par un groupe de ceux-là qui ne voulaient pas de Ronsard-Malonda. Et ce n'est pas tout le peuple. Ce n'est pas Bazouélé qui avait refusé, ce n'est pas Otouélé qui avait refusé, ce n'est pas la Lomami qui avait refusé. Ce sont les gens de la 12e rue. Ce n'est pas tout le peuple. On doit être sérieux. On ne peut pas instrumentaliser un groupe des militants pour dire que le peuple a parlé. Vous avez vu 80 millions de Congolais dire qu'on ne veut pas de Ronsard. La CENCO et l'ECC sont responsables de ce qui nous arrive. C'est la turpitude maintenant. Mais c'est leur turpitude. Qu'est-ce qui chope dans la désignation de Ronsard? L'ECC a voulu tricher avec son candidat. La CENCO a voulu tricher avec son candidat. La CENCO avait elle-même mis de côté son candidat. On laisse le candidat de l'ECC. Et on découvre que le candidat de l'ECC était candidat à l'Équateur. Et les autres confessions religieuses disent non, Ronsard est resté seul. On amène les procès verbaux à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que Mabunda devrait faire devant cette réalité? Et vous avez entendu que la loi a été modifiée justement pour ça, pour écarter Ronsard, mettre le pion favorable au pouvoir en place. Et lorsque vous dites il y aura glissement, non, il n'y aura pas de glissement. Comment ça? Non, il n'y aura pas de glissement. Mais s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de CENI, il n'y a pas... Enfin, il y aura glissement. Mais les moyens se trouvent dans les poches des gens, le procès 100 jours. Les moyens se trouvent dans les poches. Non, mais ça, c'est des disputations. Non, ça ne c'est pas des disputations. Les moyens se trouvent aussi, puisqu'ils sont allés aux institutions de Bretton Woods pour demander 1,5 milliard. Ça, c'est pour le développement, monsieur. Qu'est-ce qui est bon? Le développement... Bon, écoutez, Jean-Marie, je pense qu'on doit être sérieux sur cette question de la CENI, puisque ça va de la vie politique, de renouvellement de la classe politique. D'accord, mais j'aimerais bien savoir, la pression dont fait l'objet Mbosso, de la part de 2 conseillers qu'on ne citera pas ici, Jenny Kennedy a dit, ces conseillers, ça se manifestent, mais quand on voit leurs noms, c'est des gens qui pèsent auprès du chef de l'État. Et donc, si ces gens-là viennent voir Mbosso pour dire, monsieur... Israël a dit que l'Assemblée nationale a un certain devoir maintenant, plutôt un certain pouvoir, de dire non ou d'accepter certains candidats. Donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur Mbosso, qui fait partie de l'Union sacrée et qui a fait du bon travail, etc., pour entériner les candidats proches du pouvoir. Vous ne voulez pas citer le nom de ces 2 conseillers? Non, moi, je peux citer le nom. Ne citez pas. Mais non, puisqu'ils sont Non, parce que ils vont demander droit de réponse. Mais on parle de débat politique ici. On fait débat. Mais Mbosso a été mis là-bas. C'est pas un meeting. Mbosso a été mis pour ça. L'Union sacrée a été créée pour ça. Pour désarticuler les institutions et faire que nous arrivons là où nous sommes.
Si les institutions n'avaient pas été désarticulées, vous pensez que cette question de la CENI pouvait être l'objet des discussions aujourd'hui? On allait mettre fin à ça. Le président de la CENI a été désigné par les 6 confessions religieuses. Pourquoi nous ne pouvons pas accepter ce processus? Et s'il arrivait qu'on revient à la case de départ et que Ronsard soit choisi encore dans cette configuration. Mais il n'est pas désigné encore hein, comme candidat. Non, il n'est pas. C'est ça ce que j'ai dit, c'est cette folklore. Mais j'explique. Le rôle de Kabound, parce que, encore une fois, Kanida a dit, Kabound, il est tout puissant représentant là-bas des leaders PS et il peut jouer un rôle d'influence auprès d'Mbosso. Donc ces conseils n'ont pas droit, ou plutôt, ils n'ont rien à faire. Je retiens ces propos. Est-ce que on reviendra pas à la case départ? Je retiens ces propos lorsqu'il disait il est l'œil. Oui, mais il est dit lui-même. De Chilombo à l'Assemblée nationale. Il est dit lui-même. Mais alors que le chef de l'État est irresponsable devant la Chambre parlementaire. Il est irresponsable, il ne rend pas compte. En quoi il est l'œil du chef de l'État là-bas? Ils n'ont que 32 députés sortis des urnes. Ils ont utilisé l'argent, l'achat de conscience, la transhumance. Vous étiez là. Pour Est-ce que c'est moi qui l'ai dit Oui, mais il faut avoir des preuves. Hein. Mais comment expliquer un député qui a été élu sur la liste du PPRD se retrouve dans l'Union sacrée, alors que l'Union sacrée n'a pas été créée? Mais sa conscience, son choix. Mais c'est ça ce que je dis. Le mandat n'est pas impératif. C'est ça ce que je dis, la chaîne de conscience. Ça, c'est je dis la chaîne de conscience, qui a désarticulé les institutions. Je pense que les institutions ou les 8 confessions religieuses doivent se mettre d'accord pour reconduire d'abord la candidature de Ronsard et voir les autres membres. Puisque ça va choper. Aujourd'hui, Ambongo parle et le pouvoir tremble. Mais hier, quand Ambongo parlait contre le Kabila, les autres étaient en train de danser. Ils doivent assumer. Alors, question, Jenny Kaninda. Je reviens quand même sur cette phrase d'Ambongo parce que j'ai vu, on est en plein deuil d'ailleurs, lorsqu'il parle, c'était générique, hein, c'était une phrase générique. La meilleure façon de rendre hommage à Mosengo, c'est de permettre à la majorité de vivre correctement au lieu qu'une petite minorité, etc. Qu'est-ce qui est de choquant là-dedans? Pourquoi autant d'invectives sur Ambongo? On les traite d'opposants, pro-Katumbi, pro-Bemba et compagnie. Non, mais moi, je crois qu'il est libre, en tant que cardinal, de faire le choix, dans ses prises de parole, de pouvoir parler soit politique, soit évangile. Mais il fait les deux. Hein. Il est libre. Maloula faisait la même chose. Mosengo faisait la même chose. Pourquoi vous refusez à Ambongo de faire la même chose? Mais je n'ai pas refusé à Maloula ou à Mbongo de faire le choix. C'est de ça justement que je parle. Pourquoi on l'insulte? J'ai dit il est libre de faire le choix entre la politique et l'évangile dans ses prises de parole. Moi, je l'ai suivi. Jésus-Christ, une seule fois, dans sa prise de parole. Et on peut vérifier même dans toutes ses prises de parole, le nom de Jésus-Christ n'existe plus. Il a fait la messe quand même, l'oraison funèbre et tout ça. Non, mais il faut suivre, c'est sur YouTube, allez suivre. Le nom de Jésus, c'est une seule fois. Est-ce que c'était le lieu de parler de Jésus? C'est la politique, c'est la politique. Non, mais on rendait hommage à qui? À un cardinal. Oui, d'accord. Mais il a fait le choix, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est libre. C'est la mission prophétique de l'Église. Mais c'est ça justement, j'ai dit qu'il est libre de faire le choix de soit parler évangile, soit parler politique. Mais cette fois-là, il a fait le choix de parler politique. Et moi, je suis étonné lorsque Pius nous dit ici que, bon, l'autre fois, quand il parlait, le pouvoir tremblait. Ah, Joseph Kabila a tremblé à l'époque. Mais ça, on ne nous avait jamais dit. On nous avait jamais dit que Kabila tremblait ou l'administration Kabila tremblait lorsqu'Ambongo parlait ou lorsque Mosengo parlait. Mais si moi, je voudrais dire que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que Tshisekedi tremble lorsqu'Ambongo parle. Et pourquoi on l'insulte alors? Je ne pense pas. Vous avez les insultes contre Ambongo? Qui l'insulte? Il faut qu'on fasse la part des choses, Jean-Marie Kassamba. Oui. Lorsque nous parlons institutions, limitons-nous à ce que les responsables des institutions ou les responsables politiques disent. Limitons-nous à ça. Lorsque nous mélangeons... Il n'y a pas une mouvance anti-Ambongo? Lorsque nous mélangeons les pinceaux, nous prenons ce que disent les combattants ou les militants dans la rue, de ce que disent les responsables politiques, les cadres, oui. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais en résumé, il faut noter que le glissement
dont on a peur aujourd'hui ne dépend ni absolument du président de la République, ni de la CENI. Cela est tributaire, Merveille le disait, aux moyens qui sont mis en place pour l'organisation je peux poser une question de ces élections. Vous allez continuer. C'est quand même fort des cafés, ce que vous dites là. Parce que on peut rebobiner toutes les émissions depuis 2015, 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2020. Vous, pour ne pas parler seulement de vous, vous lisez ici, Joseph Kabila n'a pas voulu organiser les élections. Joseph Kabila, il a... Non, calmez-vous, monsieur. Et voilà quelqu'un illégitime qui est à la tête du pays. Quand autrefois les Mendes disaient les élections, ce n'est pas les présidents qui organisent, c'est la sélection. Non, c'est lui, Joseph Kabila, qui est contre le processus électoral. Le même discours vous rattrape. Nous avons un président qui a dit, regardez, je ne sais plus, il avait dit mes lèvres ou ma bouche, regardez mes lèvres, j'ai dit, il y aura bel et bien élection. Ça, c'est lui qui a dit. Mais lui aussi, il a dit que serait le petit malin qui dirait qu'il y aura élection en 2023, le même président. Non, mais il a dit qu'il y aura élection. Mais il a dit la deuxième phrase aussi. Non, mais tenez compte de ce qu'il a dit. Il a dit il y aura élection. C'est ça que moi je prends. Et vous êtes libre cette phrase-là. Vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Et la mais deuxième, il a dit il y aura élection. Pourquoi je dis que cela dépend des moyens? C'est parce que, quand je parle de moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a les lois qu'il faut mettre en place. Il y a toute l'organisation qu'il faut mettre en place. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que c'est de là, d'abord, qu'il faut que nous puissions avoir la loi électorale qui va permettre d'avoir de bonnes élections. Ça part de là. Et de deux, la mise en place d'un bureau de la CENI. Une fois mis en place, ce bureau doit nous donner un calendrier électoral qui prend en compte les moyens financiers, les moyens logistiques, les moyens juridiques et tout ça, tout cet arsenal, ça vient du bureau mis en place pour la Donc la Félix CENI. Tshisekedi n'a rien à voir. La responsabilité du président de la République, c'est de suivre que la CENI fasse son travail. Ça, c'est son travail. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et la CENI, en tant qu'une institution, le président de la République a le devoir de s'assurer que la CENI a fait son travail, que l'Assemblée nationale a fait son travail d'entériner ou de faire passer des lois le plus vite possible pour que nous allions aux élections. C'est ça son devoir reconnu par la Constitution. Et encore, vous dites alors qu'il n'est pas responsable du glissement. Il peut faire exprès. Non, il ne faut pas mais vous l'avez dit, mettre la confusion dans ce que je dis. Oui. Je reprends. Je dis que le président de la République, il n'est pas le responsable exclusif d'un glissement. Parce que si, par exemple, en 2023, nous avons les élections, ça signifie que toutes les institutions ont travaillé pour que nous ayons les élections. Ça signifie que l'Assemblée nationale a produit des lois. Ça signifie que nous avons un bureau de la CENI qui a produit un calendrier consensuel qui permet à ce que nous puissions avoir les élections en 2023. Et pourquoi le Joseph Kabila a été responsable du glissement? Non, mais quand on le considère comme le garant du bon fonctionnement des institutions et qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas de loi en temps voulu. On n'a pas un bureau de la CENI en temps voulu. Le bureau de la CENI qui est là passe des commandes, des refait, des histoires et tout ça. Tout s'arrange de manière à glisser. Ce qui veut dire que Félix Tshisekedi peut faire des manœuvres aussi pour qu'il n'y ait pas tout ça. Mais ça se voit par la volonté. S'il affiche la volonté, ça se voit. Ça se voit qu'il veut que nous ayons des élections. Et il a dit, nous aurons des élections. Mais je dis qu'il n'a pas cette volonté, il n'a pas une volonté exclusive de dire, voilà, je veux les élections. Et on les a parce que tout dépend de lui. Tout ne dépend pas de lui. Merci beaucoup. J'aimerais que, jusqu'au avant que Israël ne se prononce, mais en fait, je sens quand même que Jenny Kalinde,
Hein, et ça patauge un tout petit peu. Hein? Non. Un tout petit peu. Non, vous voulez que ça patauge. Non, je sens que ça va justifier quelque chose. Ceux qui nous suivent savent que ça patauge quelque chose. J'ai aimé quelque chose sorti de la bouche de Denis Kanina. Laquelle? Il a dit que nous pouvons ne pas avoir les élections en 2023. Et ça, c'est réel. Qu'on se le dise sur ce plateau, il ne nous reste que une année et demie. 881 Oui, jours. voilà, vraiment dans les calculs. On n'a même pas passé commande de rien. Voilà, rien n'est fait. C'est là Commande de rien. C'est là où le chef de l'État doit jouer à la haute politique. Parce que ici, maintenant, la dimension politique doit être mise en exergue. Ça veut dire quoi? Essayer de voir avec ses alliés. Je ne dis pas ouvertement. Et lesquels des alliés? Je ne dis pas ouvertement que le chef de l'État est derrière la proposition de loi Tiani, mais seulement en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion sociale, et surtout qu'en 2023, nous pouvons ne pas avoir élection, le chef de l'État peut jouer un rôle très important pour essayer de calmer cette tension. En quoi faisant? Par exemple, parce que Noël Tiani dit ouvertement que lui, il soutient le chef de l'État. Alors, il peut par exemple... Donc vous conseillez à Félix Tshisekedi de retirer la loi? Non, pas conseiller à Félix Tshisekedi de retirer la loi, puisque ce n'est pas Tshisekedi qui a proposé la loi, mais Félix Tshisekedi peut conseiller à Noël Tiani, puisque Noël Tiani se réclame... C'est Pouloulou, c'est pas Tiani. Non. La proposition, c'est Tiani, et Pouloulou a juste porté la loi. Une loi que Pouloulou n'arrive d'ailleurs pas à bien expliquer. Parce qu'il a dit que Kissinger était une femme. Non. Donc voilà. Non, ça, c'est la députée qui a dit ça. Donc en fait, le chef de l'État peut faire quelque chose. Parce qu'en 2023, la personne qui peut causer des problèmes, des sérieux problèmes, c'est qui? C'est ensemble. C'est Moïse Katumbi. Ah bon? C'est Moïse Katumbi parce que Fayoulou... Mais il est minimisé, hein? Fayoulou, attention, il ne faut pas minimiser Martin Fayoulou. Oui. Aujourd'hui, nous savons déjà que Martin Fayoulou, c'est un extrémiste. Et ça, c'est une évidence. Ça, c'est vous qui le dites. Non, quand je dis extrémiste, ce n'est pas dans le mauvais sens. Radical. Ça veut dire, voilà, radical par exemple, ça veut dire que c'est très difficile pour Martin Fayoulou de rejoindre Félix Tshisekedi. Mais Moïse Katumbi, oui, si les chefs de l'État garantissent ses intérêts, parce que dans la politique, ce sont les intérêts qui comptent. Et là, Moïse Katumbi se sent en insécurité. Pourquoi en insécurité? À cause de l'arrestation de la proposition, premièrement, de loi Tiani, cette proposition de loi, justement, écarte Moïse Katumbi. Vous savez, les chefs de l'État doivent bien négocier. En 2023, s'il négocie bien, Moïse Katumbi peut céder, par exemple, peut laisser les chefs de l'État être candidat, terminer son deuxième mandat et voir, par exemple, attendre. Oui. Mais lorsque vous commencez déjà à menacer, dire que ne peut accéder à cette fonction qu'un Congolais de père et de mère, il s'est dit... Mais c'est une façon automatique de le faire, non? Voilà, il s'est dit, même après Tshisekedi, moi, je n'aurai pas accès à la présidence de la République, d'où il doit se défendre. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, vous avez parlé de l'arrestation de Jacques Ndala. Oui. Personnellement... En quoi ça gêne? Personnellement, je vais d'abord interpréter l'arrestation de Jacques Ndala. Jacques Ndala, arrêté aujourd'hui, c'est là sur le plan, j'ai bien dit politique, peut être interprété de la sorte. Voilà, un proche de Katumbi arrêté. Et qui gère la jeunesse de Katumbi. Qui gère la jeunesse, ici à Kinshasa en tout cas, Jacques Ndala gère la jeunesse. Il est arrêté, Katumbi n'a presque... Personne n'a rien fait. Il peut descendre dans la rue pour lui. Voilà, ça veut dire, c'est un message pour dire aux autres, voilà. Attention. Jacques Ndala est arrêté, personne n'a rien fait. Si vous aussi, vous faites la même chose. La même chose. Vous pouvez être arrêté. Ndala arrêté, donc... Voilà. Donc, en fait, il faut faire attention. Et surtout, qu'il y a eu, Puce Romain l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu, par exemple, au niveau je vais parler ici des parlementaires debout, par exemple. Je vais citer le nom de Jules. Nous voyons les vidéos de Jules. Jules, c'est qui ça? Jules, c'est un parlementaire debout célèbre. Oui. Des vidéos de Jules. Et personne ne le fait. Menacer la race métisse. Il va plus loin jusqu'à menacer les procureurs. Il dit, si vous m'envoyez une invitation, je viendrai avec 5 millions de combattants. Donc quand il le dit, donc, il sait que voilà ce qu'il dit n'est pas... Il est soutenu derrière. Voilà. Et vous allez fuir. Il le dit. On a vu la vidéo du secrétaire général Augustin Kabouya. On a vu la vidéo de Fils Moukoko. De tels cas, moi je pense que l'ANER, par exemple, pouvait gérer ce problème calmement. Ndala.
le libérer au lieu qu'il soit jugé en flagrance. Les relations entre Katumbi et Tshisekedi. Parce que Jacques Ndala, c'est le responsable de la Ligue des jeunes de Jacques Ndala, de Katumbi. Ici, toucher à Jacques Ndala, c'est toucher. Et pourquoi Katumbi ne dit rien? Katumbi ne dit rien, c'est peut-être une stratégie politique. Aujourd'hui, Katumbi est un tout petit peu faible face à Tshisekedi parce que Tshisekedi, c'est lui le président de la République. Il a la signature. Il a la signature. Il ne peut pas, comme ça, l'affronter. Il essaie de jouer. Moi, je me dis, c'est peut-être une stratégie aussi. Le silence, ça ne veut pas forcément dire la faiblesse. Alors, j'aimerais te poser cette question à Israël Moutala. Ces péripéties au niveau de la CENI posent un problème fondamental de préparation. Pourquoi chaque échéance, il y a toujours du côté de ceux qui ont la signature, ceux qui ont le pouvoir. On écoutait tout à l'heure qu'est-ce qu'il disait Jenny Kaninda, qui sait qu'il n'est pas responsable du glissement, etc. Mais il dit en même temps, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Comment expliquer que, on le sait, que le temps n'est pas au profit de Tshisekedi, mais tout le monde fait comme si on aura le temps du recensement, on aura le temps du fichier, on aura le temps de passer les commandes. Ce n'est pas le cafouillage, pour ne pas dire la contestation qui est déjà installée. Voilà. J'aimerais d'abord revenir sur les propos de Pius. Oui. Par rapport au processus de Malonda. C'est vrai que ce processus-là, quand même, il faut le dire, sur le plan électoral, il n'y a aucun problème. Rien à redire. Rien à redire. Ça veut dire que l'Église catholique et les protestants ont été battus. Mais le problème, c'est que dans leur procédure, les PV devaient être faits par le secrétariat, qui était géré par les deux, l'Église catholique, et qui n'ont pas fait, qui n'ont pas transmis. Ils n'ont pas entériné. Et les autres ont fait le PV ailleurs, ils l'ont transmis. Il faut dire aussi que l'Assemblée nationale de Mabunda l'avait quand même entériné dans des conditions hyper opaques. Express. Ça n'était pas dans l'ordre du jour de manière voilà. Formelle. Et puis vers 18h, 19h, on a lissé à la va-vite et tout ça, voilà. Et ensuite, l'Église catholique et les autres forces politiques ont contesté. Il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, et le président n'a pas pu promulguer Malonda. Voilà à peu près pour les faits. Est-ce qu'il faut oublier Malonda? Non, il ne faut pas oublier. Parce que pour Pius, Malonda est toujours valable. Hein? Non, ça veut dire que quand Pius dit qu'il est valable, voilà, il s'est fait plaisir, il se console. Il se berce d'illusions. Il se console. Ça veut dire qu'il se berce d'illusions. Ça veut dire que voilà, il se console. Mais c'est déjà passé. C'est passé, bien sûr, c'est passé. C'est-à-dire si Malonda doit revenir dans le jeu, c'est actuellement, il y a un nouveau processus, qu'il présente sa candidature et qu'il arrive. Et même l'autre procédure, on avait écarté d'autres candidats. Parce qu'il serait d'une province qui était celle du président de la République. Oui. Et là mais aussi, les deux conseils reviennent à la charge maintenant. Et là aussi, c'était une aberration. Parce qu'aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une discrimination. Parce qu'il est de la province du président. Absolument. Quand il y a des postes publics, la Constitution est claire là-dessus. Tous les Congolais ont le droit d'y concourir. On ne peut pas leur opposer leur appartenance. Les origines. Absolument. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait Ngoï Mulunda, qui était de la même province que Joseph Kabila, mais qui a présidé aux destinées de la CENI. Donc ça, c'était un faux débat. Le débat, c'est le débat de la compétence, c'est le débat de l'intégrité, c'est le débat de l'expérience dans des processus électoraux. Donc voilà le vrai débat. Et quand les pères spirituels ont établi un critérium, ils ont repris ça. Donc le problème, c'est de tamiser parmi les candidatures et trouver... Voilà. Quand ils disent qu'il faut un homme d'un courage exceptionnel, oui, tu peux proclamer les résultats de quelqu'un qui n'est pas... Je pense qu'eux aussi, se bercent d'illusions. Le président de la future commission électorale nationale indépendante du président. Ne sortira pas de la cuisse de Jupiter. Donc ça sera un homme de chair et de sang, avec des qualités, avec des faiblesses. Et le chef de l'État va les courtiser. De même que les deux ou ceux qui l'ont précédé, les trois qui l'ont précédé, Nanga, Malumalu, Mulunda, ils avaient aussi bien de qualités que de défauts. C'est lui qui va leur succéder aussi. Il aura ses qualités et des défauts. Donc, qui ne se baisse pas d'illusions en pensant qu'il y aura un homme d'un courage exceptionnel. Parce qu'on a vu d'abord que parmi les hommes des dieux, entre guillemets, les pères spirituels, eux-mêmes n'ont pas fait preuve de courage exceptionnel, de lucidité exceptionnelle, de sagesse exceptionnelle, d'intelligence exceptionnelle. Et donc, cet homme-là viendrait d'où? Parce que les qualités qu'ils recommandent, eux-mêmes ne l'ont pas en tant que confession religieuse. Donc voilà, j'aimerais évacuer cette question-là. Bien. Sur l'autre question... Maintenant, répondez à ma question. Cette turpitude. Non, mais là, je reviens aussi à
à Dionys, c'est trop facile d'exonérer Tshisekedi. Voilà, il n'y est pour rien. Non, c'est trop facile. Trop facile il est en même temps le garant du bon fonctionnement, mais en même temps irresponsable. C'est trop facile. Il y a deux Tshisekedi. Il y a les Tshisekedi avant Union Sacrée, qui pouvaient dire que je n'ai pas de majorité. Je suis bloqué par le FCC. Il y a maintenant le nouveau Tshisekedi, depuis décembre, qui a l'Union Sacrée. Qui a même dit d'ailleurs au gouvernement, n'écoutez pas vos autorités morales. Il y a deux Tshisekedi. Quand vous regardez la gouvernance du Tshisekedi, il y a deux séquences. La séquence où il est allié à Kabila, qui était le patron de la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, on a un deuxième Tshisekedi, qui est le vrai patron. Ça veut dire qu'il y a un vrai sens d'impulsion qui peut donner des mots d'ordre. Même si par moment, il peut... Il a été désobéi par les sénateurs. Même si par moment, il peut échouer. Mais ça veut dire quand même qu'il a des marges de manœuvre, en tout cas encore plus larges que ceux qu'il n'avait avant. Donc il y a tout ça. Et donc je pense qu'il a aussi une responsabilité justement dans la conduite des élections. Mais le retard qu'on a pris aujourd'hui, ce n'est pas du fait de Tshisekedi, c'est du fait d'abord de l'Église catholique et des autres forces politiques qui avaient récusé Maloda. Parce que quand l'ordonnance est arrivée, ils l'ont dit non, ne signe pas, il y a eu de morts et tout ça. On a pris un retard d'une année. Depuis juin, je crois. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. Plus d'une année, on a de retard. Alors si aujourd'hui encore, on nous dit, voilà le calendrier, le chronogramme, les besoins financiers, mais donnons que les pères spirituels nous désignent le nouveau bureau de la SUDI. Donc les pressions dont ils parlent... Ils vont faire, non, si, les pressions, ils ont dit, tous vont faire... conseillers, tout ça. Mais le courage exceptionnel dont ils ont parlé... Ils n'ont qu'à s'armer, c'est courage. Ils doivent s'appliquer eux-mêmes le même courage. Et de ne pas pleurer. Et de ne pas justement se laisser intimider. Vais-je encore dire ici, est intimidable, est intimidé que celui qui Dixit Chadari est intimidé que celui qui est intimidable. Alors, ça, c'est Moutala qui l'a dit. Absolument. Ils n'ont qu'à faire en sorte qu'il ne soit pas intimidable. Et donc, moi, pour le moment, voilà là-dessus. Je termine. Donc, qu'on nous mette... Mais j'ai l'impression que... Vous allez peut-être conclure, mais j'ai l'impression que ces lamentations sont faites exprès pour faire couler les temps, et puis on va justifier qu'on n'a rien fait. Pourtant, on peut bien décider. Tu sais qu'il peut dire, monsieur, trouvez-moi le bureau de la CENI rapidement pour qu'on avance. Il dit non, c'est les religieux. Non. Les religieux disent non, c'est les conseillers. Non. Finalement, c'est fait exprès. Le calendrier est contraignant. Il y a un calendrier qui est là. Le calendrier que l'Assemblée nationale a donné, il est là. Le FCC s'organise. Le calendrier est là. Contraignant, donnez vos candidatures, organisez-vous. Le calendrier est là. Donc, il y a un calendrier hyper contraignant pour qu'on ne puisse pas dire que non, il y a des glissements. C'est ça le problème. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas fauté pour le moment parce que l'Assemblée nationale a donné un calendrier précis et global pour que tout le monde ne puisse pas dire que non, voilà, j'ai retardé. Est-ce que la phrase de Tshisekedi au gouvernement pour les dire n'écoutez pas vos autorités morales ne corrobore pas ce qu'a dit Merveille tout à l'heure, cette incertitude sur la fiabilité des gens de Katumbi, par exemple? Parce que si aujourd'hui Jacques Ndala est en prison, et si aujourd'hui Kamere est en prison et que leurs militants sont au gouvernement, ils semblent ne pas peut-être bien collaborer. Sur Jacques Ndala, sur Jacques Ndala, sur tout ça... Pourquoi Katumbi ne dit rien? Non, Katumbi a parlé. Il a parlé par la voix de son porte-parole... Francis Kalombo. Il a parlé par la voix de son directeur de cabinet, Olivier Kamitatou. On sent que les katumbistes ne sont pas contents, ils sont fâchés. Il y a une tension entre les katumbistes et la famille politique du président de la République. Mais sur la question de Jacques Ndala, à qui d'ailleurs j'adresse toute ma sympathie, mais il faut quand même qu'on rappelle ici que les propos de Jacques Ndala étaient un peu déplacés. C'était quand même assez fort. Ça veut dire qu'il y avait matière à infraction. Mais il faut condamner tout aussi avec lucidité, la même véhémence, la procédure. Ah oui? De l'ANER. Oui, Akaj a condamné la procédure. Ça veut dire que quand Merveille dit que l'ANER, non, moi, l'ANER n'avait pas à s'en mêler. Ça veut dire que si la justice considérait que l'ordre public pouvait être menacé, il avait une invitation, une convocation ou un mandat d'amener. Mais l'ANER ne pouvait pas débarquer. Pour moi, non. Ce n'est pas une question concernant l'ANER, c'était une infraction de droit commun que, justement, il devait attendre une convocation du parquet et tout ça, et tout ça. Donc, moi, pour moi, dans ces questions là-bas, on ne mêle pas l'ANER. C'est un service d'intelligence. Qu'elle fasse, voilà, je sais... Mais on avait dit qu'on avait fermé les cachots de l'ANER, non? Voilà. Les cachots clandestins. Voilà, les cachots clandestins, parce qu'il y en avait beaucoup. Non, on avait dit tous les cachots. Non, les cachots clandestins, parce que les cachots, ça veut dire qu'il y a une procédure, il y a des infractions, ou d'abord, avant que vous n'alliez devant les juridictions classiques, vous allez d'abord l'ANER. Mais pour revenir à cette question-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette question de la tension entre Katumbi et Tshisekedi, et je pense que
la pression que les Katoumbistes mettent sur Tshisekedi, c'est des bonnes guerres politiques. Mais doit-on empêcher, et là, Augustin Kabouya n'a pas tort. Mais cette ingratitude des Katumbi, c'est à quel niveau? Non, ça veut dire que non, quand Augustin dit qu'il n'a pas tort, ça veut dire quoi? Oui. Ce n'est pas une proposition par Tshisekedi. Ça ne veut dire pas le parti de Tshisekedi. C'est soutien. Tout le monde connaît la proximité de Tchani avec les Tchani, ça veut dire que... Mais formellement, ça veut dire que... C'est fort des cafés quand même. Mais non, mais Jean-Marie, est-ce qu'on est sûr que cette loi va passer? Je dis d'abord en passant que moi je suis contre... C'est pas une manœuvre dilatoire à titre personnel, oui. je suis totalement opposé. C'est une loi pour moi qui n'a pas de sens dans ce moment précis. C'est une dilatoire? Pour moi, ça veut dire que... vous allez voir, ça veut dire que Katumbi a 70 députés et il y a beaucoup de gens au sein de l'Union sacrée qui ne sont pas d'accord. Moi, je ne pense même pas que cette loi va franchir toutes les étapes. Et là, Mbosso a raison. Mbosso ne peut pas interdire à un député de faire une proposition de loi. Mais on avait interdit à Minako. Ça, c'est... Oui. Non. On avait interdit à Minako à Sakata. Non, ça veut dire que voilà... Mais les Katumbi, c'est là où je dis que pourquoi est-ce que les autres sont forts? Pourquoi est-ce que Tshisekedi et les autres sont forts? Ils ont la capacité de mobiliser la rue. Le rapport de force se joue dans la rue. Quand Pius me dit que voilà, on ne parle pas au nom de 80 millions de Congolais, il a raison. Mais il n'y aura aucune manifestation qui réunira 80 millions de Congolais. Donc, ce qui compte dans le jeu politique, c'est la majorité, non pas totale, mais c'est la majorité agissante. C'est-à-dire que si Pius Romain aujourd'hui est victime d'une injustice, il est victime d'une injustice et qu'il est capable de mobiliser, par exemple, 10 000, 20 000, 100 000 personnes, il se fait respecter. Mais s'il est là, il y a une injustice qui est commise contre lui et qui n'est pas en mesure politiquement... Donc vous êtes en train de dire à Katumbi que s'il veut qu'on retire la loi pour Loulou, il faut qu'il mobilise la rue. Ça veut dire qu'il a deux leviers. Il a le levier de la rue et il a le levier légal. Ça veut dire que mot d'ordre, ça veut dire que c'est du conviction. Convaincre la majorité des députés de ne pas la conférence de président, la commission PAJ. Bref, il y a plusieurs structures au sein de l'Assemblée pour faire échec à cette loi. Il y a des aspects politiques, institutionnels, mais il y a des aspects aussi de la rue. Quand même, est-ce que cette affaire de pousser, ça va venir chez vous tout à l'heure, cette affaire de pousser les partenaires à recourir à la force de la rue. On l'a vu avec Kamere, arrêter, ces gens ont manifesté dans la rue, etc. Dire des choses pas bien, les accords de Nairobi, tout ça. Aujourd'hui, ça rouspète encore, les gens de Kamere. On refait la même chose avec Katumbi. Est-ce que ça n'enlève pas la fiabilité chez Félix Tshisekedi quant au rapport avec ses partenaires? Je ne pense pas. Parce que je crois que le rapport de force dans la rue ne doit pas être... Est-ce que l'UDPS ne se surestime pas? Voilà, disons-le clairement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Chaque parti politique fait prévaloir sa force sur le terrain. C'est normal. Donc on est en train de tester la capacité des Katumbi de mobiliser. C'est tout à fait normal. C'est des bonnes guerres. Mais moi, j'ai dit qu'il est difficile aujourd'hui, face à l'UDPS, de pouvoir mobiliser la rue. Ah bon? Si Fayoulou le réussit à Kinshasa, il faut se demander dans combien de villes de la RDC il peut bien les réussir. Parce que regardez que la mobilisation... Donc on minimise et Katumbi. Non, il n'est pas question de minimiser. Non. Je dis que la mobilisation faite par l'UDPS, par exemple, c'est une mobilisation parfois spontanée. Vous voyez. Alors que pour certains partis politiques, il faut de l'argent. Mobilisation signifie l'argent. Ça signifie l'argent. Fayoulou ne donne pas l'argent. Fayoulou ne donne pas l'argent. Oui. Ça, il faut le reconnaître. On l'a vu quand il est sorti. Il est sorti de l'église. C'était spontané aussi. C'est vrai. Fayoulou ne donne pas l'argent. Oui. Ça, c'est clair. Mais pour beaucoup de partis politiques aujourd'hui dans notre environnement, pour mobiliser, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas un bon levier. Donc le seul opposant sérieux, c'est Fayoulou à Tshisekedi. C'est le seul. C'est le seul. Je crois que ce n'est pas le bon levier pour Ensemble, parce que Ensemble est dans les institutions. Donc le fait d'amener, par exemple, de sortir l'argent pour mobiliser, parce que moi, j'ai même cru entendre les gens dire non, ce que Jacques Ndala faisait, c'était de la surenchère pour avoir un peu plus auprès de Moïse Katumbi. C'est ce que les gens ont raconté dans la rue.
C'est ce que les gens... Alors que c'est une question qui touche Katumbi parce personnellement. Que dans les vidéos précédentes, on dit, lorsque Moïse Katumbi a un plan, pour Kinshasa, c'est Jacques Ndala qui l'appelle. Il dit voilà ce qu'il faut faire à Kinshasa et c'est lui qui fait exécuter le plan à Kinshasa. Ça, c'est Jacques Ndala lui-même qui dit dans une vidéo qui circule. Donc, je dis que le bon levier pour Moïse Katumbi, ce n'est pas vraiment la rue. Le bon levier, c'est à l'Assemblée nationale. Et si c'est à l'Assemblée nationale, je ne comprends pas pourquoi tout se brouhaha dans les médias et dans la rue parce que ça ne se joue pas dans la rue, ça se joue à l'Assemblée nationale. Avec ses députés, encore que nous avons entendu dire qu'à l'Assemblée nationale... c'était bien au gouvernement, mais IDPS a mis les gens dans la rue. Non, il faut faire la nuance quand vous dites l'UDPS a mis les gens dans la rue. Oui. Parce qu'on se souviendra que ce qui s'est passé avec Ronsard Malonda, c'était une action spontanée. N'oubliez pas. Non, mais Kabou était dans la rue. C'était une manifestation. C'était une manifestation. Ronsard Malonda, c'était une manifestation spontanée. Ne confondons pas de marche ou de manifestation. Ronsard Malonda, c'était spontané. Janine Mabunda, à l'Assemblée nationale, a fait entériner la candidature de Malonda. Et c'était, je crois, 2 jours après qu'il y a eu des manifestations. Vous pensez que Kabouya et Kaboun dans la rue, c'était spontané? Laissez-moi quand même terminer ma réflexion. Voilà. Allez-y. Donc j'étais en train de dire que le bon levier pour Ensemble pour la République n'est pas la rue. C'est à l'Assemblée nationale. Encore qu'à l'Assemblée nationale, on vous dit que nous avons déjà près de 200 ou 250 députés qui sont favorables à la loi Tchani. Et même si je ne suis pas d'accord avec Merveille lorsqu'il lie la loi Tchani à l'organisation des élections. Ça n'a rien à voir avec l'organisation des élections. Ça touche les élections. La loi Tchani, ça concerne les candidats. La loi Tchani ne peut pas être l'enfrein pour l'organisation des élections. Non, ça concerne les candidats. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'organisation des élections dépend de la loi électorale, ça dépend de la mise en place du bureau, de la CENI, ça dépend des moyens que le gouvernement met à la disposition de la CENI. Vous pensez que si Katumbi pourrit la rue, il y aura élection correctement? Bon, je voudrais vraiment terminer ma réflexion par rapport au levier évoqué par Israël pour dire Moïse a 2 leviers, la rue et l'Assemblée nationale. Donc à l'Assemblée nationale, je crois que ça peut se jouer là-bas par ses députés. Mais s'il n'a pas le contrôle de tous ses députés par rapport à cette loi qui vise non pas à refuser la nationalité à Moïse Katumbi, mais plutôt à verrouiller certains postes de responsabilité. À l'empêcher d'être candidat. Non, ce n'est pas l'empêcher. Verrouiller l'accès à certains postes de responsabilité aux non-congolais 100%. Je crois qu'à ce niveau-là, Moïse Katumbi devait plutôt mobiliser ses députés et les autres députés nationaux au lieu de mobiliser la rue. Parce qu'il peut bien mobiliser la rue. Mais lorsqu'il va mobiliser la rue, va empêcher l'Assemblée. Et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la loi est programmée, ça va poser problème. On va casser l'Assemblée, comme l'IDPS l'avait fait aussi. Non, mais ce qui va arriver, c'est quoi? Jean-Marie, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que Moïse Katumbi, par exemple, mobilise ses militants à Kinshasa. En ce moment-là, Tchani et Pouloulou et tous ceux qui croient au verrouillage de l'accès à certains postes se mobilisent, c'est V-Club qui se mobilise, c'est Imana qui se mobilise, et tout ça, là, c'est guerre civile. C'est contre le camp Moïse Katumbi. Là, c'est guerre civile. Donc, alors que Moïse Katumbi a ces gens dans ce gouvernement. Là, c'est guerre civile. Il a ces gens à l'Assemblée nationale. Et c'est pas bon du tout. Il y a un 3e levier qui est la Cour constitutionnelle. Voilà. Mais qui est déjà verrouillé par... Et la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, si tu le permets, intervient à la fin. À la fin, oui. À la fin de la procédure. Mais est-ce que la question va se poser, cette Cour constitutionnelle est-elle indépendante? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Plus Romero là, vous avez la parole. Je pense que j'aurai le nom. Est-ce qu'on interdit à Katumbi de mobiliser la rue? Bon, je ne voulais pas d'abord revenir sur ça. Je dois faire un toilettage. Toiletter alors. Pas technique comme le dit mon ami Yves Bouya, mais toilettage. Toiletter. Mon professeur François Boudimbani me disait toujours il faut avoir le MLT, la mémoire à long terme. Oui, Kabila mais vous avez compris que mon frère, que j'aime bien,
a des difficultés. Aujourd'hui, les prix en tenaille. La réalité est sur terrain. Je vais d'abord revenir sur mon ami Israël. Il dit l'enterrement de Ronsard était opaque à l'Assemblée nationale. Non. Ça suivit un processus. Janine Mabunda a appelé plusieurs fois les acteurs de la société civile. Il y a un empressement pour avoir le bureau de l'Assemblée nationale. Dans cet environnement, il y a eu un précédent, le départ de Kabound au bureau. Donc il fallait instrumentaliser cette histoire pour que Kabound trouve gain de cause au bureau. La procédure était normale. Vous l'avez dit. 6 confessions religieuses pour 2 contre. Et les 2 là ont éliminé le Kassaïen. C'est Ambongo qui a éliminé le Kassaïen. C'est Ambongo pour vous? Moi, je n'ai pas dit c'est pas bon. C'est lui. Mais là, tu vois quel problème. Moi, j'ai parlé, la procédure, c'est en termes de... Les PV devaient être faits par le secrétariat qui était tenu par... D'ailleurs, tu m'as mis un bémol. Il faudrait que le secrétariat soit ravi à la CENCO et au SCC. Mais pour l'instant, en raison du précédent qui s'est passé. Puisque l'élection était normale, mais puisque la communauté internationale devrait se poser la question, mais qu'est-ce que Ronsard, la communauté internationale va dire des Ronsard? C'est ça un peu l'injonction dans notre processus électoral. Mon ami dit que le glissement était tributaire des. Mais vous devrez demander pardon en Kabila. Je vous ai toujours dit, vous devrez demander pardon en Kabila. Vous l'avez tellement instrumentalisé. Aujourd'hui, vous dites que le glissement était tributaire d'eux. Quand il a organisé le dialogue, quand il a convoqué les concertations, quand il a convoqué les consultations, en raison de la guerre à l'Est, mais vous savez, vous étiez dans la rue. Même avec certains de mes collègues journalistes étaient dans la rue, aujourd'hui récompensés à la présidence, pour avoir instrumentalisé justement la question du glissement. Aujourd'hui, vous êtes attrapés par la réalité. Et c'est ça ce que Tchal Amoun avait dit. La République démocratique du Congo n'est pas un bidon à 5 litres. C'est un monstre, un géant à transporter. Je suis tout à fait d'accord avec Israël. Lorsqu'il dit un Tshisekedi délimité, il y a un Tshisekedi qui a les leviers de la commande. Il faut faire attention. C'est pourquoi lorsqu'on traite des questions de la République, nous qui sommes passionnés de la République, vous nous rejoignez sur tout ce que nous disons ici. Quand vous dites les lois n'existent pas, mon frère, il n'y a pas une législature qui a pondu des lois comme le bureau de Aubin Mina. Plein, même la loi sur la répartition des sièges, il y en a. Sauf que vous vous êtes inscrit dans un processus de ne pas organiser les élections. Les lois, il y en a. Nous en avons plein. D'ailleurs, moi-même, je me posais la question, avec le bureau Mabunda, on va encore pondre quel arsenal juridique? Puisqu'Aubin en a pondu sérieusement. Vous dites, il faut la loi, la rue peut la mettre. Mais heureusement, le président l'a rappelé. J'ai défendu la loi Sakata Minakou ici. Mais elle a été battue en brèche par l'instrumentalisation de la rue. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on instrumentalise la rue contre la loi indigeste de Noël Tchani. Mon frère, je me souviens encore ici de l'église catholique qui était à côté de l'opposition aujourd'hui au pouvoir. Mais Jean-Marc Abound a dit 50-50. Moi, j'ai la mémoire longue. 50-50. Mais en ce moment, c'est ça ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez mal compris à tort. Que lorsque l'église catholique parlait, l'opposition d'hier aujourd'hui gesticulait, dansait pour mettre mal à l'aise le pouvoir d'hier. Et aujourd'hui, ça devient la même chose. Mon cher, lorsqu'on traite des questions de la République, enlevons la passion. Je vous dis, vous devrez demander pardon à Joseph. Mais est-ce que Katumbi a aussi droit de faire jouer la rue? Parce que Jenny Kaninda lui dit il a des députés, il faut qu'il reste au Parlement. Et quand bien même il fait jouer la rue, le Parlement peut voter les contraires. Mais voilà encore un autre élément. Dans une démocratie, lorsqu'on traite des questions de la République, ce n'est pas dans la rue. C'est justement au Parlement. C'est pourquoi il y a le Parlement, pour discuter. La rue, elle est sans âme. On les a instrumentalisés ici. Il y a certains qui ont dit qu'ils ont eu 5 litres, ils ne savaient même pas le pourquoi. Mais ils ont dit qu'ils sont allés au Parlement. Mais il a dit que c'était spontané. Il n'y a jamais eu une manifestation spontanée. Kabound a doigté à Mouli comme ça. C'est lui qui était chef d'orchestre. Kabound a doigté à Mouli comme ça. C'est lui qui était chef d'orchestre. Vous étiez où? À Tchimboulou, ici, de l'autre côté. C'était à Kinshasa, où nous avons vécu.
Attends que je termine. L'opinion a besoin de sévérité. L'opinion a besoin de sévérité. Oui. Quand vous dites que 2 jours après l'enterrement de Ronsard Malonda, il y a eu manifestation, mais Kabouya et Kabound étaient à la manette. Et on a même cité, moi j'ai un audio, où on a même dit qu'il faut donner de l'argent pour mettre mal à l'aise Janine Mabunda. Quelle spontanéité! Il y a eu des acteurs bien connus qui ont instrumentalisé la rue, et ça arrivait lorsque le chef de l'État a suspendu l'installation du Sénat. C'était en raison de quoi? Mais les députés provinciaux de l'UDPS eux-mêmes ont dit qu'ils ne peuvent pas voter les candidats de l'UDPS qu'on leur a donné, qui fument du chanvre, qui n'ont jamais été dans le... Mais il y a eu, c'est ça qui m'avait même poussé à porter plainte contre le chef de l'État qui ne pouvait pas faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle, je reviens sur Jacques Ndala, je suis allé le voir hier. Oui, chutez. Je suis allé le voir hier, je pense que beaucoup ont En quelle qualité? Vous êtes journaliste, monsieur? Je suis d'abord un ancien prisonnier. Je connais ce qui se passe en prison, avec mes amis. Alors, c'est par solidarité. C'est par solidarité, Israël. Oui, alors. Et chez lui, à la maison, jusqu'à présent, des jeeps rôdent. Il m'a dit ça. Rôde, surveille sa maison. Sa femme et ses enfants sont mal à l'aise. Pourquoi? Allez-y comprendre. Lorsqu'on prépare déjà les lits du glissement, on met en conflit les partenaires. Tous les partenaires. Même Satan lui-même est fâché. Contre qui? Contre le chef de l'État. Non. Même Satan lui-même est fâché. Mais il est en conflit. Clôturez parce que Baling doit... je vais clôturer. Clôturer. Il est en conflit. Vous êtes un peu aussi... vous extrapolez beaucoup. Non, je n'extrapole pas. Oui. Il est en conflit avec tous ses partenaires. Mais Fayoulou. Mais ils sont au gouvernement. Fayoulou n'est pas partenaire du Tshisekedi. Tu oublies Genève. Non, mais ça c'est avant. Revenons sur ce qu'a Israël dit fondamental. À la fois, il est ex-partenaire. Bon, ex-partenaire. De Genève, oui. Joseph Kabila, ex-partenaire. Aujourd'hui, non, j'ai oublié, Vital Kamerhe. Non, partenaire. Non. Faut pas dire ça. Si, ils sont partenaires. Non, il faut pas dire. Mais ces gens sont au gouvernement. Ces gens sont au gouvernement. Ils comprennent la présidence de la République. Bon, ok, ça va. Entre parenthèses. Malgré l'audio contre Pascal Koussem. Vous avez compris. Je voulais arriver sur ça. Oui. Entre parenthèses. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui est mal à l'aise, qui est insulté matin, midi, soir. Je vous ai dit, il n'y a pas un parti politique qui nous a appris les injures comme l'UDPS. Tous ces partenaires sont insultés. Tous ces partenaires sont insultés. Il suffit tout simplement vous dites un mot contraire à ce qu'eux pensent, mais vous êtes dans leur vision. Merci beaucoup. Donc merveille. Oui. En fait, n'extrapolez pas. J'aimerais rebondir un peu sur ce qu'a dit Denit Kaninda. Sur quoi? Les responsabilités du président. Il m'interdit d'associer la proposition des lois Tiani à l'organisation des élections. Oui, ça n'a rien à voir. Je vais démontrer ici, clairement. Lorsque, je donne un exemple, supposons que la loi Tiani passe, la proposition de loi Tiani portée par Tigny Pouloulou passe, nous serons obligés de réviser la Constitution. Vous savez pourquoi? Non. Premièrement, parce que si cette loi passe, ça sera en contradiction avec l'article 13. D'abord 13, qui interdit la discrimination de race. Ah oui? Ah mais oui. Ah oui, c'est vrai. L'article 13 donc il faut changer la Constitution. Oui, et pour changer la Constitution, nous devons passer par les référendums. Nous n'avons plus qu'une année et demie pour les élections. C'est un gros débat, mais parce que le métissage, ce n'est pas vraiment une race, mais c'est un gros débat là-dessus. Non, c'est une race, c'est une race. De mère. C'est une race. C'est un gros débat. La discrimination, et cet article ne se limite pas seulement... On n'a pas dit des métis. Non, on n'a pas précisé métis. Cet article... Je vous complète. Non, vous n'avez pas la parole. Dans un mariage, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, 2 minutes. Dans un mariage, lorsque je me marie à une Sénégalaise, je réfléchissais à ça. Je me marie à une Sénégalaise. Elle s'appelle Aminata. Oui. Je me marie avec elle. Ou Bintou. Mariage. Mon épouse, elle portera quel nom? Ben, votre nom. Mais alors, elle est congolaise. Dans cet article, on ne parle pas seulement des races, on parle origine. Il y a beaucoup d'éléments qui sont cités là-bas dans cet article-là. Oui. Il n'y a pas que la race. Donc, il va falloir changer. Or, pour changer, il faut passer par les Voilà, ça va nous prendre du temps. Nous n'avons et de l'argent aussi. Et de l'argent, nous n'avons pas de moyens. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est lié. C'est tout à fait normal
que ce débat soit mis à la place publique. Je n'interdis pas à Noël Tiani de réfléchir à haute voix comme il a fait, non plus à Tingi Pouloulou de porter cette loi à l'Assemblée nationale puisqu'il est député national. Mais seulement moi, en tant qu'analyste, je suis en train de donner les éléments et laisser au public le choix d'interpréter. Le toilettage est apporté. Ça, c'est de 1. Alors, de 2, j'aimerais préciser ici que moi, je suis en train de donner des éléments politiques ici. Vous savez, Israël Moutala a dit ici qu'en réalité, ce n'était pas l'ANER qui devrait s'occuper. Voilà, il fallait. Je suis tout à fait d'accord avec lui selon la procédure. Mais l'ANER fait aussi un peu de la politique. Hein. Moi, je suis en train de parler de l'aspect politique. Voilà, moi, je suis en train de parler de l'aspect politique ici. Et puisqu'ils disent que voilà, les déclarations de Jackie Ndala pouvaient mettre en danger la République, donc il s'agit bel et bien d'un aspect politique aussi. Donc l'ANER protège les institutions. L'ANER pouvait bien jouer. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Non. C'est pas ça l'aspect politique. Non, s'il vous plaît, permettez-moi, laissez-moi terminer. Écoutez, allez-y. Dans la politique, nous avons la sécurité. Dans la politique, nous avons un peu tout. La politique, en fait, englobe les tout. Ça dépend de comment vous interprétez les faits. Moi, ici, je suis en train d'interpréter les faits, ces faits sur le plan politique. Et je pense que les services d'intelligence pouvaient bien régler. Donc l'ANER avait raison. Non, je ne dis pas que l'ANER avait raison, mais je dis tout simplement que l'ANER... Il aurait fallu envoyer l'invitation à Jackie Ndala. Pouvait régler ce problème. Il n'allait pas fuir, quand même. S'il vous plaît, laissez-moi interpréter. Oui. Nous sommes en train de faire des analyses. C'est ça l'essence des analyses, justement. Des analyses, en fait, c'est donner des éléments... peut-être que les communs des mortels ne maîtrisent pas vraiment. Vous savez, c'est tous les jours que les services d'intelligence déjouent des coups. Tous les jours. Des attentats, des complots. Des attentats, des complots, des jeux politiques. Et les services d'intelligence pouvaient bien faire également ce travail parce que... En douce. En douce, vous savez, le fait de passer en flagrance, en procédure de flagrance, tout le monde a crié à de l'acharnement politique. Aujourd'hui, cela a joué en défaveur du chef de l'État parce qu'on a tout de suite cité le chef de l'État, même si il n'est pas impliqué. Parce que on suppose que Jackie Ndala est égal à Moïse Katumbi. Oui. Et le contexte dans lequel nous nous trouvons n'est pas profitable au chef de l'État. Donc voilà pourquoi moi je vais demander... Donc vous êtes en train de dire comme... Et puis, on se remet que même les diables n'est pas content. Moi, je ne vais pas aller trop loin jusqu'à ce niveau-là. Moi, je vais tout simplement demander aux services d'intelligence d'aider les chefs. À ne pas politiser tout. À ne pas politiser parce que lorsqu'il y a des tels cas qui arrivent, au temps de la fin, comme on dit, on a toujours tendance à pointer du doigt les chefs de l'État. Le perdant, c'est le président. Tout à fait. Le perdant, c'est le chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, sur cette question, justement. Oui. Moi, je dis ceci. Sur cette question, non. Qu'est-ce qu'on lui reproche incitation, il y avait des incitations à la violence, désobéissance aux lois et tout ça. Oui. Jackie Ndala a une résidence connue. Il ne faut pas pourquoi est-ce qu'on va déployer l'intelligence. Quand on appelle un service d'intelligence, il faut que elle puisse aussi quand même respecter. Il y a un risque physique. Elle puisse un peu respecter ces statuts-là quand on appelle service d'intelligence. Oui. Ça veut dire que c'est pas pour des telles banalités. Ça veut dire que je vous ai dit ici que moi j'ai pris mes distances par rapport aux propos de Jackie Ndala qui sont. Il y a matière à infraction. Mais là justement, résidence connue. Donc, il ne peut pas fouiller et tout ça. Voilà. Là, vous envoyez même la police de parquet. Même pas, voilà, vous le prenez, vous le mettez devant son juge naturel. Et au lieu de faire tout ce drame-là avec voilà, c'est tout ça qui ne grandit pas la République. Mais là, le perdant, c'est qui sur le plan des droits de l'homme et tout ça. Mais cette question de Jackie Ndala met en lumière aussi le fait que la justice est clémente par rapport aux abus de l'UDPS, de certains parlementaires de l'UDPS. Il faut que nous soyons clairs là-dessus et sans concession. On l'a vu avec les insultes contre Mabunda. On insulte. Non, il faut être clair là-dessus. Insulter termement Mabunda, le ministre des Finances. Et ces personnes qui le font sont facilement identifiables, connues, et on ne fait rien, retraçables. Et la justice, là, elle ferme les yeux, elle n'est pas... Voilà. Et non. Et certains propos des parlementaires debout sont encore même parfois plus graves que les propos de Jackie Ndala. Absolument. Il faut qu'on se le dise. Alors par rapport à ça, moi je dis, même le chef de l'État lui-même a dit quoi? Il a tapé du poing sur la table pour demander qu'on puisse régler cette question des parlementaires debout. Le président lui-même. Et Kabouya a dit, voilà, on va commencer maintenant à les recenser parce qu'il y en avait trop. Alors, cette question-là démontre très bien que la justice, il y a 2 poids, 2 mesures.
sur cette question là-bas, des dérapages dans les réseaux sociaux et tout ça. Il faut que la fermeté de la justice s'applique à tous. Est-ce que c'est fait exprès lorsqu'on dit que tous ces parlementaires debout, c'est une arme que l'IDPS garde un peu comme arme de réserve pour faire chanter un peu, je dirais, ces aspects politiques ou la sécurité nationale? La force de l'UDPS a toujours été la rue. Donc, elle gagne la rue absolument. Exprès. Donc voilà pourquoi est-ce que l'UDPS souffle le chaud et le froid sur cette question-là. Elle ne peut pas y aller avec fermeté parce qu'elle sait que quand elle aura besoin de la rue, ce sont ces mêmes parlementaires debout qui sont prêts à se sacrifier et tout ça. Donc il faut les cajoler. Mais il faut les cajoler. Mais voilà pourquoi il faut une doctrine, il faut les encadrer parce qu'elles ont été d'un apport. Parce que quand on dit, il ne faut pas opposer vraiment la rue aux institutions. Parce que les manifestations publiques sont constitutionnelles. Donc, et l'UDPS s'en est servi allègrement. Que ce soit en termes de manifestations publiques ou en termes de journées dites villes mortes. Donc là aussi, c'est cette capacité-là. Mais donc, si les autres vont commencer à le faire, Katumbi compris, Fayoulou déjà il le fait. Voilà. Alors, ça ne va pas déstabiliser les institutions? Si, ça va déstabiliser les institutions parce que les institutions ont besoin de sérénité. Les investisseurs ont besoin de sérénité. Donc, il faut une gouvernance apaisée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le leadership de l'UDPS doit travailler justement pour ne pas cliver, pour rassembler. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais bien, en une question, une réponse, ne soyez pas vraiment... n'extrapolez pas trop. Est-ce idoine ces séminaires, on va dire, d'immersion de ces gouvernements des warriors au fleuve Congo en 3 jours, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce que c'était nécessaire de dépenser cet argent-là? Il n'y a pas eu conseil des ministres. Bon, vous êtes économiste, qu'est-ce que c'était nécessaire? Est-ce bien nécessaire? Bon, ça valait la peine? Les ministres à l'école pendant 3 jours, pourquoi pas? Pour la cohésion, parce qu'on a vu d'abord qu'il y avait une bisbille. Distorsion. Beaucoup de problèmes entre ministres qui se renvoyaient là-bas, il n'y avait pas cette solidarité. Qui ne se respectaient pas d'ailleurs. Qui ne se respectaient pas et tout ça. Qui s'écrivaient. Absolument. Et il y a toutes ces influences, d'abord non seulement leur personnalité propre, les intérêts, mais aussi l'influence de leurs autorités morales de leur parti. Il faut qu'on essaye un peu de faire un moule. On a vu que Macron aussi, je crois qu'il avait convié ses ministres à un séminaire gouvernemental pour essayer de... Est-ce que Sama Lokonde a l'autorité sur ses ministres? Sama Lokonde et la force d'un Premier ministre, c'est la force que doit lui donner le président de la République. Est-ce qu'il en a? Si le président de la République ne donne pas à son Premier ministre de larges pouvoirs, de contrôle, de sanctions, de coordination. On ne le sent pas comme Matata faisait, il convoquait, il tenait des réunions, il sanctionnait. Son style, c'est un style soft. Mais ce n'est pas quand même quelqu'un c'est pas quelqu'un aussi de laxiste. Il n'est pas mou. Non, il n'est pas mou. Son style, c'est un style soft. Parce que même les dossiers, on n'a pas parlé de ces dossiers-là, les dossiers des vivres frais est un dossier aussi qu'il essaye de piloter aussi, justement, d'essayer un peu de recadrer, de ne pas amener cette tension entre les opérateurs économiques et le ministre de l'économie. Il fait des arbitrages, mais ce n'est pas quelqu'un qui se met trop il tape pas. Voilà. Il est un peu dans le style Ilunkamba, où il laisse les ministres, mais il intervient juste pour recadrer, Merci beaucoup. Très rapidement. Sama Lokonde, ses ministres, ça valait la peine de dépenser l'argent, d'aller manger au fleuve Congo? Ça valait de la peine, mais pas nécessairement. C'est ici où je salue souvent, en partie, le régime du maréchal Mobutu. Lorsque il mit en place l'Institut Makandaka Bobi, on apprenait même aux ministres comment se tenir, comment tenir les fourchettes et aussi tenir les actes administratifs ministériels. Mais aujourd'hui, il y a des ministres qui se comportent un peu comme des militants d'autrefois. Des militants. Ils trouvent les actes administratifs de son précédent, puisqu'il veut placer le sien là-bas, au point même de mettre de côté l'arrêté sans passer par le Conseil des ministres. Je pense que certaines choses-là devraient être faites, parce que je me souviens aussi, avec Sylvestre Ilunkamba, avait organisé, il avait d'ailleurs, pas même à Zongo, même ici, à l'immeuble intelligent, où on avait signé, je pense... Oui, absolument. L'acte, oui, Matata aussi. Je pense que ça valait la peine, c'est une bonne chose, mais je voulais souligner deux petites choses par rapport... Je voulais demander l'appui au président, Moutala, par rapport à ce qu'il a dénoncé, la politique de 2 poids 2 mesures, justement... Mais vous avez votre plainte là, il ne faut pas revenir là-dessus. Non, je ne reviens pas là-dessus. Ça fait quand même mal. Lorsqu'on laisse un groupe de gens, il n'y a pas que Jules Mouniéré. Il y a le pasteur Gulut qui avait insulté Jeannette Kabila et Zoé Debololé. Qui les avait insultés Debololé. Alors vous allez mettre tout ça à votre dossier. C'est bon. Mais sur un petit mot de la CENI, où la CENCO
qui demanda ce qui est un homme d'un courage exceptionnel, je pense que je suis mieux placé pour proclamer ces résultats. Avec un grand courage. Oui, je vous le dis. Moi, je peux portez déjà votre plainte, ça verra. Alors, Joël, par rapport au gouvernement, Jenny, pardon. Pourquoi je dis Joël? Peut-être parce que vous fréquentez beaucoup. Merci beaucoup, c'est mon second cerveau. De oui, absolument. Non, mais écoutez, j'ai entendu quand même beaucoup de choses ici. Ne recadrez pas, on est à la fin de l'émission. C'est quand même très important. Oui, parce que lorsque mon ami Pius dit aujourd'hui il est pris en tenaille, je ne sais pas par qui. Pris en tenaille par qui, je ne sais pas. Le président? Chacun analyse. Non, il a dit. Lui-même. Pius dit que moi j'étais pris en tenaille aujourd'hui. Je ne sais pas par rapport à quoi. Non, mais écoutez, il ne faudrait pas mélanger des choses. J'ai décrit souvent ça de la part de Pius. Il vous dit non, Ronsard Malonda, Jean-Marc Abounde était en avant, il parlait à Amouli. Il confond. Ce n'était pas la même manifestation. L'histoire Ronsard Malonda, moi j'étais sur le terrain. J'ai vu, même quand la première personne est tombée, j'étais là, j'ai vu. Donc ce n'était pas au cours de cette manifestation-là de Ronsard Malonda que Jean-Marc Abounde a parlé avec Amouli. Ça c'était lors du divorce FCCK à l'Assemblée nationale. Donc mais ils mélangent les tout pour qu'on suive, on dise voilà, Jean-Marc Abounde était au premier plan pour Ronsard Malonda. On n'a pas parlé de l'audio, on n'a pas parlé de l'audio sur Kabounde, on n'a pas parlé de l'audio. Mais tout le monde qui existe, on n'a pas parlé de l'audio. Donc j'insiste là-dessus, c'était spontané. Mais regardez, ce qui se passe avec ce gouvernement, il était vraiment impérieux que les gens puissent se parler. Parce qu'il faut que ça soit finalement un groupe homogène. Les gens sont venus d'un peu partout, de chez Ensemble, Vital Kamere, de Tshisekedi, de Bahati. Et il y a même certains adversaires d'hier qui se retrouvent dans ce gouvernement. Il fallait quand même que les gens se retrouvent. Et même parce qu'en 3 jours, on s'est comporté avec sincérité. Oui, il est vrai qu'il y a l'ordonnance précédente du gouvernement Ilunkamba, qui jusqu'à aujourd'hui est en vigueur. Mais il y a des ministères qui se sont rajoutés, il y a des ministères qui ont été créés. Il fallait quand même qu'il y ait un séminaire au cours duquel il devait parler quand même des prérogatives des uns et des autres par rapport au fonctionnement de tous les ministères. Premièrement, je salue ce séminaire de 1, mais de 2. J'aurais bien voulu que ce séminaire... Sama. Est-ce qu'il est leader confirmé? D'abord, j'aurais bien voulu que ce séminaire soit organisé avant l'entrée en fonction des ministres. Il a dit qu'il y a beaucoup de ministères qui ont été créés. On a perdu 3 mois selon vous? On a perdu 3 mois. Avec Matata, si je ne me trompe pas, c'était au début. Dans la foulée. C'était dans la foulée. Voilà, si c'était dans la foulée, donc ce n'était pas, à mon avis, une bonne pratique. Les autres séminaires peuvent intervenir plus tard pour améliorer, mais dès le départ, il faut déjà donner vraiment des lignes, des grandes lignes, chose qui n'a pas été faite. Cependant, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Donc, j'ai salué. Merci beaucoup. Voilà, une émission assez civilisée, vous avez bien compris. Hein. Il faut prendre des habitudes comme ça. La prochaine fois, je vous signale déjà que la semaine prochaine, le dimanche, je vais faire un focus spécial les sports dans notre pays. Parce que avec ce qu'on voit en ce moment à Tokyo, au Japon, où notre délégation est partie un peu d'une manière dégarnie, on ne sait même pas si on aura une petite médaille. Le ministre des Sports, un peu tous ces services assez déstructurés, ça pose problème sur l'organisation des sports dans notre pays. Donc je ferai un bon focus autour de tout cela. Portez-vous bien, commentez, coupez si vous voulez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon rétablissement au ministre Ebérandé, qui est déjà un peu en soins, quelque part. Il n'aurait pas fallu nier, parce que si quelqu'un est malade, il est malade. Il faut communiquer. C'est très important. À la semaine prochaine.